À l'Assemblée nationale, projet de loi portant lutte contre les blanchiments des capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Les élus ont jugé recevable le rapport de ce projet. Combat entre l'armée régulière et les M23 Rutshuru, la RDC a réagi suite aux propos du président rwandais. Pour Kinshasa, la teneur du communiqué de Kigali révèle un aveu clair et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière les M23. Conflit Teke-Yaka-Kwamut dans le Maïndombe, le calme revient petit à petit. Au moins 80 présumés assassins ont été arrêtés, annonce de la gouverneure Rita Bola ce mardi. Bon mercredi à tous, on commence par la plénière hier à l'Assemblée nationale. Les élus ont jugé recevable le rapport du projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive présenté par la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. À la suite de cette adoption, les députés bénéficient des 48 heures pour déposer des amendements, tandis que la Commission a 5 jours pour présenter la version finale de ces projets de loi. Jean-David Kilolo. Dans la présentation de son rapport, le président de la commission, qui a reconnu la complexité de la matière, a salué la collaboration et les apports de la commission politique, administrative et juridique, de la commission défense et sécurité ainsi que les dispositions tirées des recommandations du groupe d'action financière GAFI, des résolutions du Conseil de sécurité. Tenant à protéger l'intégrité des services publics d'appoint, la commission a conclu à l'impossibilité des membres de la cellule nationale de renseignement financier de témoigner publiquement dans une procédure judiciaire. En outre, au nombre des sanctions proposées figurent des mesures conservatoires telles que la saisie et les gels des biens et avoirs appartenant aux personnes physiques ou morales impliquées comme auteurs et co-auteurs d'infractions prévues par la présente loi. Le travail de la commission a aussi permis une meilleure compréhension des conditions des radiations, des listes des sanctions, du déblocage et d'accès des fonds gelés. D'autres titres abordent la question de la coopération internationale étant donné que les infractions de blanchiment des capitaux ont en commun le caractère transactionnel et donc l'indispensable collaboration entre États. Ils abordent aussi des questions d'entraide judiciaire entre les services compétents et différents États, de l'extradition des différents coupables, de procéder aux enquêtes, de les juger et le faire purger les peines prononcées à leur encontre. Il faut mentionner qu'à l'ouverture de la plénière, le président de l'Assemblée nationale a lancé un appel au peuple congolais tout entier à se lever et se mobiliser comme un seul homme derrière les vaillants soldats au front pour la défense de la souveraineté et l'intégrité du pays et ainsi bouter l'ennemi hors du territoire national. Et après l'adoption de ce projet de loi portant lutte contre les blanchiments des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, les députés ont réagi au micro de Jean-David Kilolo. La République démocratique du Congo était classée sur une liste noire en ce qui concerne l'aviation civile. Plusieurs inspections avaient été organisées. Plusieurs audits avaient été diligentés par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et ces audits avaient abouti sur des recommandations adressées pour la RDC. Et entre autres, c'était le vote de la loi sur l'aviation civile. Et donc, c'est un aboutissement heureux d'un long processus pour la RDC d'adopter cette loi. Je plaidais pour le centre médical de l'aviation civile. Vous savez, aujourd'hui les études ont beaucoup évolué. La médecine aéronautique des aéronefs est une spécialité reconnue comme telle. Là, vous avez affaire à une structure que nous appelons Autorité de l'aviation civile qui pose des actes qui normalement devaient relever d'une autre structure, le conseil médical, notamment les certificats médicaux pour les différentes licences. Vous savez, à un moment donné, on doit se prendre au sérieux, je pense.
Nous sommes un pays qui, sur le plan international, est très mal coté en termes de sécurité d'aviation chez nous ici. Je le disais au sommaire, reprise des hostilités entre les FARDC et les M23 Rutshuru dans le Nord Kivu. Le gouvernement congolais a, dans un communiqué, réagi face aux propos de Paul Kagame. Pour Kinshasa, la teneur du communiqué de Kigali révèle un aveu clair et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière le M23. Le communiqué du gouvernement rwandais prenant position pour les terroristes du M23 dans les derniers affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles pro-Kagame n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la RDC. Via un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, Kinshasa note que la teneur de ces communiqués révèle un nouvel aveu clair et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière le M23. Selon Kinshasa, il n'existe aucune incitation publique à la haine sur base d'appartenance ethnique. Les discours dangereux que propage le Rwanda visent à semer la division au sein de nos populations, lit-on dans ces documents. À Kinshasa de s'interroger comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé de surcroît terroriste dans un autre État. Comment vouloir dénier à une armée nationale son devoir légitime de remplir sa mission constitutionnelle de protéger sa population et les institutions légales de la République démocratique du Congo face à des terroristes qui n'ont pour objectif que d'essaimer la mort et désolation. Cette attitude du président rwandais Paul Kagame démontre à suffisance sa stratégie d'ingérence permanente dans les affaires internes de la République démocratique du Congo pour maintenir un climat de terreur dans cette partie du pays et ainsi continuer l'œuvre des pillages mondialement connus. Cette position du Rwanda contrarie ses engagements souscrits dans différents processus de paix à Nairobi, à Luanda et à New York autour du président français Emmanuel Macron, où toutes les parties ont convenu de mettre fin aux groupes armés, notamment les M23. Tout en réaffirmant son engagement dans différents processus de paix, la République démocratique du Congo reste déterminée à mettre fin aux activités criminelles et terroristes du M23 soutenues par le Rwanda et à défendre son intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté nationale. La RDC, pour terminer, prend à témoin la communauté internationale et rappelle à la fin du monde que la paix et la stabilité dans sa partie Est sont nécessaires pour la bonne tenue des élections en 2023. Et pendant ce temps, Rita Bola, gouverneur du Mai-Ndombe, a annoncé hier l'arrestation de plus de 80 présumés assaillants suite au conflit Teke-Yaka. On parle aussi d'accalmie en signalant la fermeture du site des déplacés des Kwamut à Bandundu. Ils sont rentrés chez eux. Benjamin Moudiata pour les commentaires. Après la guerre, c'est la paix, dit-on, la province de Mai-Ndombe respire petit à petit un air de quiétude et de calme. La gouverneure de province, Rita Bola, a laissé entendre que l'implication des forces armées de la République démocratique du Congo, en collaboration avec la population, a porté les fruits et les résultats sont palpables. Elle a donc annoncé l'arrestation par les FARDC de 80 assaillants armés après les atrocités enregistrées dans le territoire de Kwamut suite au conflit Teke-Yaka. À Massambio, le lundi 24 octobre, un échantillon de 17 assaillants lui a été présenté par l'armée, parmi lesquels Antoine Likou, accusé d'être complice dans le meurtre du chef du village Ngwene, récemment décapité. L'autorité de la province a donc affirmé que les déplacés de sa province regagnent leurs villages respectifs, chose qui est fort observé à Bandundu, où le centre d'accueil collectif de déplacés de Kwamut, situé dans les entrepôts du marché central des Malébo, est finalement vide, nous rapportent plusieurs sources sur place. L'édit site a été fermé depuis samedi dernier, après la distribution à plus de 500 ménages des frais de transport par la commission humanitaire installée par la délégation du gouvernement qui s'est rendue au Bandundu récemment. Signalons qu'après les opérations de l'armée, la RN17, où étaient autrefois érigées les barrières, le trafic a repris entre Bandundu-Ville et Kinshasa.
Brazzaville, capitale de la République du Congo, a accueilli du 10 au 12 octobre dernier la 50e session ordinaire du conseil d'administration de l'IFORD, Institut de formation et de recherche démographique, des assises visant à réfléchir sur l'évolution de cette institution dépendant du ministère de la Justice. Organisé à la fois en présentiel et en visioconférence sous la présidence de la directrice générale de l'Institut national de statistique de la République démocratique du Congo, qui en assure la présidence tournante, les travaux de la session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut des formations et des recherches démographiques ont réuni les experts et directeurs généraux des instituts en charge des statistiques. Des assises qui coïncident avec le 50e anniversaire de cette organisation étaient une occasion pour les participants de réfléchir sur la bonne marche de l'IFORD. C'est ce qu'a fait savoir la présidente en exercice du conseil d'administration de l'IFORD, Judith Kisimba, dans son mot des circonstances. L'IFORD, cette année, totalise ses 50 ans, soit un demi-siècle d'existence. Ces jubilés d'or auraient été célébrés avec faste. Malheureusement, les finances de l'IFORD ne l'ont pas permis, surtout à la suite du non-paiement de nos contributions statutaires et du Covid-19 qui a impacté négativement les économies des États membres. Mesdames et messieurs, 50 ans, c'est l'âge de la maturité, de la consolidation des acquis et de la projection vers des lendemains meilleurs dont la révision des textes statutaires et réglementaires sont les préalables. Créé en 1972, l'IFORD, dont le siège est situé à Yaoundé au Cameroun, œuvre dans les formations de cadres africains en matière des appuis démographiques et de l'apport des appuis techniques auprès des États membres. Retour à Kinshasa pour parler de cette réalité sociale. Le marché, un lieu de commerce qui permet aux acheteurs de se nourrir et aux vendeurs de gagner de l'argent, devient un sujet de tourment pour la population de Pompage dans la commune de Mongafola. Après une descente sur terrain sur le marché, les vendeurs nous en disent encore plus avec Hortense Nyombo. Ici, dans la commune de Mongafola, précisément au quartier Pompage, le marché est devenu un problème permanent pour la population. Si nous vendons sur la route, c'est parce que nous n'avons pas de marché. Nous attendons que le gouvernement construise un marché dans un endroit où notre sécurité sera garantie, parce qu'ici nous sommes exposés. Menacés de décarpissement par un certain propriétaire de ces sites, ces vendeurs ne savent pas à quel sein se vouer. Le gouvernement avait promis de construire un marché pour nous, mais jusque-là, rien n'a été fait. Nous savons tous que nul n'est au-dessus de la loi. Si aujourd'hui les autorités décident de nous délocaliser, nous allons partir. Et pendant ces temps, ces vendeurs, en majorité des responsables des familles, se faufilent pour effectuer leur activité au bord de la rue face à tous les risques de la circulation intense des motos et des véhicules. Construisez pour nous un marché, car ici nous souffrons. La police, elle non plus, ne facilite pas la tâche. Nous laisser sur la route, c'est nous exposer aux accidents. Que l'État construise de manière rapide un marché pour nous éviter le pire. Les autorités congolaises avaient promis de construire un marché sur une partie des terres du cimetière de Kinsuka pour résoudre ces problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, lettre morte. On va prendre l'actualité au-delà de nos frontières en République centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra a retiré mardi 25 octobre de ses fonctions la présidente de la Cour constitutionnelle dans un décret attaqué par l'opposition qui l'accuse de coup d'État constitutionnel dans le but de modifier la loi fondamentale et l'autoriser à briguer un troisième mandat. Elle n'a pas su s'exprimer dans l'attente d'éclaircissement juridique sur son sort. Direction le Soudan, un an après le coup d'État du général Al-Bourham. Les manifestations continuent. C'est mardi encore, des milliers de Soudanais étaient dans la rue avec la même rage contre le pouvoir militaire. Pour eux, ces putsch est un échec.
Et en sport, le ministre des Sports et Loisirs a lancé hier les travaux de la pose des sièges dans les gradins supérieurs du stade des Martyrs de la Pentecôte. Serge Kondé-Chembo reste déterminé à remplir cette installation sportive des chaises dans son ensemble comme l'exige la Fédération internationale de football association. Détrompez-vous, ce n'est pas le technicien en charge de la pose des sièges ici au stade de Martyrs. C'est plutôt le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, qui fait office des techniciens afin de poser symboliquement une chaise en guise de relance de travaux d'installation des chaises ici sur les gradins du stade de Martyrs. Objectif, rendre ce temple omnisport aux standards internationaux. Nous sommes venus lancer les travaux de la continuité de ce chantier du stade des Martyrs. Comme vous le savez, on avait placé plus ou moins 30 000 au premier gradin. Il était question qu'on habite tout le stade. C'est un stade qui avait été conçu pour 80 000 places assises. À travers ce geste symbolique du ministre Kondé, c'est un lot de 18 000 sièges arrivés à Kinshasa qui vont s'ajouter aux 30 000 déjà en place. Selon la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voulons offrir aux sportifs quinois un stade moderne, digne de la RDC. S'agissant du délai des travaux, le ministre Kondé rassure. Fin novembre, les travaux devront être livrés. L'essentiel, c'est d'avoir un bijou, un travail bien fini. L'essentiel n'est pas la précipitation, mais avoir un travail bien fini pour l'avenir des sportifs congolais. Il faut noter que l'objectif final demeure celui de remplir totalement ce stade des sièges. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. À l'Assemblée nationale, projet de loi portant lutte contre les blanchiments des capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, les élus ont jugé recevable le rapport de ce projet. Combat entre l'armée régulière et les M23 Rutshuru. La RDC a réagi suite aux propos du président rwandais. Pour Kinshasa, la teneur du communiqué de Kigali révèle un aveu clair et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière le M23. Conflit Tekeyaka Kwamut dans le Mai-Ndombe, le calme revient petit à petit. Au moins 80 présumés assassins ont été arrêtés, annonce de la gouverneure Rita Bola ce mardi. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Les titres de ce mercredi avec Christian Kalonji Kaloubi, c'est la revue de presse. Bienvenue Christian. Merci Nathalie, merci à tous ceux qui nous regardent depuis Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. À la une de votre revue de presse Christian, le gouvernement congolais recadre Kigali. Effectivement, Nathalie Yoko, c'est en réponse au communiqué de Kigali que le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir sans mâcher les mots. À travers son porte-parole Patrick Mouyaya, l'exécutif national affirme que la teneur du communiqué du Rwanda révèle clairement que c'est lui qui opère derrière le M23. Pointe Actu30.cd. Le gouvernement congolais s'interroge, Nathalie, comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé de surcroît terroriste dans un autre État? Comment vouloir dénier à une armée nationale son devoir légitime de remplir sa mission constitutionnelle de protéger sa population et les institutions légales de la République face à des terroristes qui n'ont que pour objectif de s'aimer mort et désolation? Fin de citation, Nathalie. Abordant le même sujet, VOA Afrique rapporte que les autorités congolaises ont tenu à rappeler donc au Rwanda que ses velléités interventionnistes et expansionnistes ne seront jamais tolérées et que toutes les hypothèses sont donc envisageables, Nathalie. Un sujet qui a également retenu l'attention du journal La Prospérité qui titre à sa une RDC, Patrick Mouyaya lance un appel à la vigilance et interpelle la communauté internationale. Pour rappel, le Rwanda a dans un communiqué daté de lundi accusé la République démocratique du Congo d'escalade militaire continue en violation des engagements dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda. C'est là après les affrontements entre les forces armées congolaises et le M23 dans la cité frontalière de Bunagana à Rutshuru dans le Nord Kivu.
Question crise au Tchad, Félix Tshisekedi désigné facilitateur au processus des transitions. Effectivement, Nathalie, c'était à l'issue de la deuxième session extraordinaire des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale tenue à Kinshasa que le président congolais a été donc désigné facilitateur au processus de transition au Tchad, écrit le quotidien Forum des As. Félix Antoine Tshisekedi a, dans son mot, évoqué une lourde responsabilité et s'est donc engagé à tout faire pour ramener la paix au Tchad et dans la région Afrique centrale, poursuit le journal. Le quotidien L'Avenir, qui titre à sa une, Tshisekedi désigné facilitateur, revient ici sur la mission dévolue à l'actuel président de la CEAC. Selon ce journal, Félix Tshisekedi aura pour mission de faciliter le Tchad à organiser les élections générales dans un délai raisonnable. Celles-ci permettront la passation de pouvoir aux civils. Vous nous amenez aux États-Unis. Les démocrates remettent en cause la stratégie Biden sur la guerre en Ukraine. Bien évidemment, si le soutien militaire et financier à l'Ukraine était jusqu'ici l'un des rares sujets de consensus dans la vie publique américaine, certaines voix à gauche comme à droite s'élèvent désormais pour une inflexion de la politique étrangère de Joe Biden, rapporte Radio France Internationale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président Biden et son administration veillent à construire et à entretenir l'alliance forgée entre les Occidentaux et l'Ukraine. Mais Joe Biden doit désormais tourner ses efforts et son attention au sein de son propre parti présidentiel. 30 élus de l'aile gauche de la Chambre des représentants ont adressé une lettre rendue publique lundi au locataire de la Maison-Blanche pour lui suggérer d'infléchir sa stratégie vis-à-vis de l'Ukraine, Nathalie, et d'ouvrir donc un canal de négociation avec la Russie. Selon topnewsmedia.com, la missive a déclenché une levée de bouclier au sein du Parti des démocrates et a été retirée en catastrophe dès mardi en plaidant l'erreur de publication par un collaborateur parlementaire. Merci Christian pour tous ces détails. Je vous en prie, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.